Bonjour Christelle, ravie de te recevoir aujourd'hui. Nous t'avons invité puisque nous interviewons plusieurs personnes dans le cadre de la journée de la lutte contre les violences éducatives ordinaires du 30 avril prochain. Tu as l'habitude d'intervenir dans nos rames, à Molsheim, à Bar et à Schirmeck. Et aujourd'hui, on est ravis de t'entendre parler de comment éviter ou donner des pistes euh, pour ne pas être dans cette situation de stress par rapport aux violences éducatives ordinaires. Je vais te laisser te présenter. Bien, bonjour, je m'appelle Christelle. Je suis éducatrice spécialisée à l'origine, mais aujourd'hui, depuis 6 ans, je suis consultante familiale et formatrice pour l'association Parents Tout Simplement. Je suis aussi maman de 2 petites filles qui ont, enfin, je devrais dire 2 jeunes filles qui ont 9 et 13 ans. Et voilà, et le sujet des violences éducatives ordinaires me touche particulièrement, et donc je suis ravie de venir en parler avec vous aujourd'hui. Voilà, du coup j'enchaîne. Oui, oui. Alors que toi, Christelle, effectivement, tu t'es présentée et on aimerait savoir dans ta vie de tous les jours pourquoi tu as été amenée finalement à t'intéresser à cette question. Des violences éducatives. Oui, J'ai presque envie de dire, je me suis intéressée aux violences éducatives ordinaires, du coup, dans 2 volets. Tant le volet professionnel, puisque éducatrice spécialisée, je suis intervenue en internat dans des structures, dans des établissements où il y avait cette violence éducative, parfois des professionnels envers les enfants. Et c'est celle qui m'a interpellée en premier, puisque j'ai d'abord été professionnelle avant d'être maman. Et pourtant, elle ne m'a pas interpellée tout de suite. En fait, quand j'étais en internat avec ces enfants qui présentaient des troubles du comportement et aussi des enfants qui étaient placés dans le cadre de l'ordonnance du 2 février 45 par rapport à la délinquance, c'était d'un public assez difficile. Et les professionnels excusaient leur pratique par rapport au comportement que pouvaient avoir les enfants. Et quand j'étais toute jeune et que je sortais de l'école, je me disais, il faut que j'imite. Il faut que j'imite, je ne savais pas quel professionnel j'allais incarner, je ne savais pas comment me positionner, quelle allait être ma posture professionnelle. Et du coup, j'ai imité un peu les dinosaures, je les appelais comme ça, c'était des éduques un peu anciens qui avaient de la bouteille. Je pensais qu'ils étaient dans le juste. Et je me rendais compte qu'en faisant comme eux, il y avait un truc qui résonnait pas bien en moi. J'avais de plus en plus de mal à me regarder dans le miroir et à me dire je suis fière de la professionnelle que je suis. Ça ne correspondait pas à ce que j'imaginais finalement de l'éducation. Même si finalement ma vision de ce que j'imaginais était complexe parce que j'avais envie de ne pas reproduire ce que j'avais vécu enfant, mais je ne savais pas forcément comment j'allais faire autrement. Donc j'ai d'abord longtemps, quelques années, imité. Jusqu'au jour où j'ai eu vraiment des déclics en me disant non mais c'est pas comme ça qu'on peut accompagner des jeunes. C'est pas parce qu'un jeune se comporte mal ou qu'il a eu souvent une histoire, je cherche pas d'excuses, mais il a souvent une histoire, des contextes qui font qu'il réagit et qu'il se comporte de cette manière. Et je n'avais pas encore tous les éléments de plus que j'ai aujourd'hui sur le développement du cerveau, l'immaturité donc cérébrale, la gestion des émotions, pour comprendre qu'il y avait beaucoup plus que la situation qui amenait ces enfants à réagir de cette manière-là. Et c'était pas un prétexte pour nous-mêmes agir avec violence, avec autoritarisme, avec force, juste pour qu'en fait l'enfant écoute. C'était pour moi plus un couvercle, on devait faire semblant. L'enfant doit faire, point, peu importe la manière qu'on va utiliser pour l'amener à faire. Et donc cette prise de conscience, je l'ai eue d'abord par les ouvrages, et ensuite c'est en lisant ces ouvrages que je me suis dit, mais mince alors en fait, mais moi-même j'ai baigné là-dedans toute mon enfance. Et ça a été vraiment presque un choc quand même, parce que moi je croyais que tout le monde vivait ça. Clairement, quand je regarde mon histoire et mon enfance et mon adolescence, je me suis souvenue de ce que je ressentais à l'époque, quand je le vivais, et j'avais vraiment la conviction que c'était le cas dans toutes les familles, pour toutes les personnes. Et c'est là que je me suis rendu compte que non, et que certaines choses que je n'avais même pas édictées comme étant de la violence en étaient. Notamment l'humiliation, par exemple, ou les critiques, ou les comparaisons. Tout ce qui était violence psychologique et morale était parfois plus forte dans mes exemples d'éducation que j'ai reçus, et en fait m'ont parfois fait plus de mal que la violence physique. Et même encore aujourd'hui, j'ai tendance à dire que celle qui m'a laissé le plus de traces, c'est la violence psychologique et morale, encore plus que la physique. et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avant de démarrer cette interview, tu nous fais part en fait de ce syndrome qui est en toi très fort, c'est le syndrome de l'imposteur. Et tu peux nous en dire plus sur cette impression que tu as là? Ben, j'ai constaté avec le recul que quelque part,
toutes ces violences que j'ai pu subir enfant n'ont pas permis que je développe une suffisante estime de moi, je pense. Elles ont en tout cas entaché cette estime de moi et qu'aujourd'hui adulte, c'est comme si j'en payais encore un peu le prix. Et quand je parle de syndrome de l'imposteur ou parfois ce sentiment d'illégitimité, c'est parce que presque pendant, je sais pas, 18, 19 ans, j'ai vécu avec la notion de c'est jamais suffisant, c'est jamais assez bien, il y a toujours quelque chose à redire ou ce que je fais vaut à critique. Et donc après, arriver adulte, c'est difficile de se dire ce que je fais c'est bien, ce que je fais ça vaut le coup. Et donc, oui, voilà, je crois que c'est ce que je ressens, ce côté où ça reste encore des petites cicatrices ou des traces. En tout cas, je suis marquée par cette croyance-là. Parfois, j'ai juste un truc qui me vient, j'entends des gens dire « Ouais, mais au final… » Les violences, moi j'ai eu des claques, j'ai eu des fessées, ça m'a pas tuée, je suis devenue quelqu'un de bien. Voilà, souvent ces personnes vont me dire, je vois pas pourquoi on fait un tel procès à la violence éducative puisque j'en ai subi et je suis devenue quelqu'un de bien. Et moi au fond je me dis, mais c'est pas la violence qui nous a fait devenir quelqu'un de bien. On est devenu quelqu'un de bien certes, mais on l'aurait été peut-être encore mieux dans notre peau si on n'avait pas subi la violence. Moi aussi je pense aujourd'hui être quelqu'un de bien. Mais en tout cas je crois pas que c'est grâce à la violence éducative que j'ai subi que je le suis devenue. Et au contraire, j'ai même envie de dire, sans cette violence éducative ordinaire, j'aurais peut-être pu économiser des années de thérapie. Alors justement, comment dépasser cette situation et comment ne pas user des violences éducatives ordinaires? Ouais, alors déjà, je pense qu'il y a deux phases. La première, c'est la comprendre. Comprendre, c'est-à-dire regarder l'enfant d'une autre manière. Je ne sais pas si c'est ce qui m'aide ou si c'est ma spécificité, mais j'ai l'impression d'être encore très connectée à l'enfant et l'adolescente que j'ai été. Souvent, je le constate dans mes consultations ou même dans mes interventions, que je me rappelle tellement, c'est pas enfoui, c'est lointain un peu, mais c'est pas enfoui. Et je suis très connectée aux émotions que j'ai ressenties sur le moment et au pourquoi du comment j'avais agi de telle manière, réagi ou eu tel ou tel comportement. Et dans ce que je constate aujourd'hui, dans les situations où il y a violence éducative ordinaire, la plupart du temps, l'interprétation, elle n'est pas bonne. L'adulte voit l'enfant comme capable de choisir son comportement ou son émotion, comme volontaire. En gros, il regarde la situation en disant, voilà, c'est la volonté de l'enfant de m'enquiquiner. Et donc rien que déjà quand on a un regard comme ça qui dit c'est la faute de l'enfant, c'est sa décision, c'est volontaire, on a tendance à réagir déjà avec pas forcément le pas de recul qu'il faudrait. Donc comprendre pour moi c'est vraiment au travers d'ouvrages et notamment donc je l'ai ramené celui-là La fessée d'Olivier Morel, ça a été une sacrée révélation parce qu'il explique, je trouve, il répond bien aux questions et ça a été la révélation de me dire ok, mais en fait déjà rien que la réponse au stress. Quand tu es stressé, tu as des programmations qui font que soit tu es dans l'attaque, soit tu es dans la fuite ou le figement. Et l'attaque, cette attaque qui peut être parfois verbale ou physique, eh bien, elle peut émaner de l'enfant parce qu'il est dans une situation qui le met sous stress, mais l'adulte, au lieu d'interpréter le stress que vit l'enfant, il n'interprète que le comportement. Et donc, ça m'a vraiment permis, moi, de prendre du recul sur ma pratique professionnelle comme sur ma pratique éducative en tant que maman, de me dire, qu'est-ce qui se passe là pour l'enfant ? Il se met dans un état pas possible. On pourrait, si je regarde que l'état, oui, mais est-ce que je ne peux pas regarder l'ensemble, tous les facteurs qui pourraient amener ça? Je ne sais pas, encore une fois, chercher d'excuses, c'est vraiment juste comprendre dans la globalité. J'ai un exemple qui me vient. En ce moment, je suis un adolescent qui a une quinzaine d'années, avec qui c'est très compliqué avec ses parents, et on va dire, il a des comportements, il fait des passages à l'acte un petit peu salés. Et là, pour marquer le coup, il y a de gros conflits entre eux. Et pour marquer le coup, il est allé très très loin. Il a volé la carte bancaire de sa maman. Et il s'est commandé un ordinateur à une somme astronomique. Et il s'est barricadé dans sa chambre avec son canapé pour vite l'ouvrir et l'utiliser. Quand on regarde juste ça, on dit oui, c'est grave. C'est du vol, c'est vraiment incroyable, la somme est vraiment conséquente. Et les parents sont concentrés que sur ça. Mon travail était de travailler avec eux, comment est-ce qu'on allait faire pour résoudre en partie cette situation et voir avec l'enfant comment on allait trouver des solutions. Est-ce qu'il allait travailler pour rembourser cet ordinateur? Est-ce qu'il allait momentanément lui être enlevé jusqu'à ce qu'il puisse peut-être le payer? Voire même, est-ce qu'on arriverait à le convaincre de le rendre? Parce qu'il n'est pas à lui, ça reste du vol. Mais il ne s'agissait pas de le lui laisser. Mais les parents n'ont pas voulu, par exemple, attendre qu'on élabore ça ensemble. Ils ont attendu qu'il sorte quelques secondes de sa chambre pour s'y faufiler, arracher l'ordinateur et l'emmener.
Le gamin a tout cassé dans la maison, suite à ça. Alors, même si, encore une fois, ce n'est pas son ordinateur, il n'a pas le droit de l'avoir, la manière, le fait de rentrer comme ça dans sa chambre, de l'arracher, de le planquer, etc., ils interprètent son pétage de plomb comme étant un problème psychologique presque, comme si cet enfant était malade. Alors qu'en vrai, ça reste un adolescent de 15 ans, encore immature cérébralement, avec des émotions qu'il ne sait pas gérer. Et je ne veux encore pas une fois lui donner raison, mais je pense qu'il y avait d'autres méthodes pour arriver à autre chose. Du coup, c'était l'enfant qui ne savait pas gérer ou l'adolescent qui ne savait pas gérer ses émotions du côté du parent, mais peut-être que le parent n'a pas su non plus gérer ses émotions à lui. Clairement. Je pense qu'effectivement, d'en comprendre, il y a aussi ça, c'est que si on a du mal déjà à comprendre ses propres émotions, ça devient difficile de comprendre celles des autres. Et notamment celle des enfants qu'on n'a pas toujours, c'est loin finalement pour nous. Est-ce qu'on se rappelle de nos 2-3 ans? Donc c'est loin de se dire, attends, à 3 ans, pourquoi est-ce que je réagissais comme ça? Et aussi, il y a tout le dogme de la culture de l'éducation qui est, un enfant, ça doit écouter. Donc il y a plein de parents qui vont se dire, oui, mais je ne vais pas passer 10-15 minutes à essayer de comprendre le pourquoi, du comment il est frustré ou il réagit comme ça. Et pourtant, on aurait peut-être aimé qu'on le fasse avec nous quand on était petit. Mais c'était justement ce que tu disais en préambule, quand tu disais, j'ai d'abord regardé ce que les anciens collègues, tes anciens collègues, comment ils pratiquaient, et ton premier réflexe, ça a été d'imiter et de te caler sur ce qu'ils te montraient. Voilà. Donc, est-ce que peut-être les parents, dans ce genre de situation de grand stress ou d'émotion, et ben forcément, ils vont reproduire ce qu'on leur a montré et voilà l'exemple. Ah ben je pense parce que finalement on est tous aussi régis par nos neurones miroirs, on répète ce qu'on a vu. Quelque part, moi-même je l'avais vécu petite, donc un petit peu tout, pas mal de violences physiques, il faut l'admettre quand même, les fessées c'était quand même assez régulier, et puis plus tout ce que je vous disais tout à l'heure, les violences morales, psychologiques, presque quotidiennes, donc je l'avais vécu. Je savais que je voulais pas le refaire, mais en même temps, j'avais pas d'autres moyens. Donc après, il y a quand même une partie de soi qui dit, bon bah, si tout le monde le fait, c'est qu'on doit tous faire comme ça. Et encore plus, là, dans ma posture d'éducatrice, c'était vraiment dans des situations où il fallait gérer, quoi. Il fallait être une bonne professionnelle, faire le taf, éviter les débordements. Donc, effectivement, j'ai imité. Mais il y avait quand même quelque chose en moi qui résonnait pas juste. Et c'est vraiment le fait d'être allé rechercher, lire, comprendre, rencontrer des gens pour me dire, ouvrir mon champ et me dire, ah oui, mais en fait, oui, je me trompe, je le savais, mais maintenant je comprends qu'il y a d'autres possibilités. Alors souvent, on me dit, oui, tu dis que les gens se trompent, mais pourquoi ils se tromperaient finalement et que toi, tu n'aurais pas tort? Je vais revenir sur l'idée des dégâts que cela cause. Je vais vous partager un exemple assez lourd pour moi, où je vais vous montrer que finalement, parfois cette violence-là qui est censée être là pour mon bien, parce que en signe d'amour de mes parents, on fait plus de dégâts que l'événement lui-même. Quand j'avais 10 ans, j'ai été enlevée par un pédophile, un homme mal intentionné. Heureusement, la situation s'est bien résolue, il ne s'est rien passé finalement de très grave. Néanmoins, voilà, il m'a enlevée pendant une petite heure et j'ai réussi à rentrer. Et j'ai osé en parler à ma maman, parce qu'on avait quand même malgré tout une bonne relation, j'ai osé lui en parler. Et elle a pris conseil auprès de son papa, mon grand-père, qui était un ancien gendarme, etc., juste pour savoir par rapport aux démarches à faire. Et le lendemain, on est allé porter plainte, etc. Et je me rappellerai déjà de la réaction des gendarmes. J'avais 10 ans, ils étaient pas du tout... Alors j'espère qu'aujourd'hui ils ont changé, mais à l'époque, c'était pas du tout bienveillant. C'était presque de ma faute. Parce que j'avais indiqué le chemin à cet homme qui m'a emmenée. Je lui avais indiqué un chemin. Et en gros, limite, ma faute était d'avoir parlé à cet homme. Donc bref, passons ce détail. Et en fait... le jour même, du moment où je porte plainte, le midi, je vais manger chez mes grands-parents. C'était prévu, c'était comme ça. Et je me rappellerai toute ma vie. J'arrive chez mes grands-parents, ma grand-mère me dit « Pépé t'attend, il est dans un endroit de leur grande maison. » Ok, Pépé m'attend. Moi, j'y vais vraiment, mais insouciante au possible. Déjà avec ce côté qu'a un peu la jeunesse, heureusement, c'est passé, j'en ai parlé, je me sens soulagée, on m'a entendu, puis il y a ce dépôt de plainte. Donc, je suis plutôt légère.
Et j'arrive et je dis salut Pépé, comme ça, comme on peut dire à 10 ans. Et il me bat. Il me bat presque sans parole. Au départ, les 5 premières minutes, il me met des coups de poing dans la figure, des coups de pied, je tombe au sol. Il enlève sa ceinture, il me flagelle à la ceinture, je saigne, je m'urine dessus. Et je lui dis mais arrête, mais pourquoi? Il me dit pour te faire comprendre qu'il ne faudra plus jamais refaire ça. Et à ce moment-là, dans ma tête, je dis mais j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin qu'on me rosse, parce que dans ma tête, ça a duré, j'ai l'impression, une demi-heure, mais je pense peut-être 10 minutes, je sais pas. Mais ça a été parmi les 10 plus longues minutes de toute ma vie. Et je me disais, mais comment ça peut être une preuve d'amour? Comment est-ce qu'il peut me faire ça alors que j'ai déjà vécu quelque chose de grave? Je sais que c'était grave, mais qu'est-ce que je pouvais y faire finalement? Mais là, il voulait, entre guillemets, marquer le coup. Voilà, c'était son discours. Je marque le coup pour que surtout tu te souviennes, limite de ne plus parler à aucun inconnu et me remettre, donc ma responsabilité, dans cette situation. Et il va dire que c'est la peur qui l'a amené à réagir comme ça. Et moi, j'ai vraiment du mal à l'entendre. Je peux entendre qu'il a eu peur. Mais j'ai vraiment du mal à l'entendre parce qu'aujourd'hui, là on est 20 ans plus tard, un petit peu plus, aujourd'hui je n'ai quasiment aucun souvenir traumatisant de cet enlèvement, même si ça s'appelle comme ça, voilà, de cet événement. Uniquement j'ai gardé l'après. Uniquement j'ai gardé la réaction de ce grand-père. J'aurais aimé être écoutée, j'aurais aimé être entendue, j'aurais aimé savoir même ce que c'était l'empathie. J'ai découvert l'empathie, je devais avoir 25 ans. J'aurais aimé à un moment donné me sentir en sécurité affective, physique oui, mais affective, de savoir qu'il y ait des gens qui comptent, pour qui je compte et qui sont soucieux de savoir que je vais bien et pas qui veulent me marquer au fer rouge pour que surtout je ne fasse pas plus jamais de bêtises ou que j'ai de comportements qui leur déplaisent ou qui leur fassent peur. Du coup, ça me fait penser au fait que si tu as moins souffert de l'enlèvement, est-ce que c'était parce que c'était quelqu'un qui était étranger finalement et que tu n'aies pas eu la réparation de la personne que tu aimais ou de ta famille, de ce qui représente l'affection? Et je ne sais pas si j'ai pas moins souffert de l'événement parce que ça a été plus traumatisant après. Le fait que ce soit un étranger, pas forcément, parce que concrètement, ça m'avait fait énormément peur. Sur le moment, j'ai même cru que j'allais mourir. Je me rappellerai toute ma vie qu'au moment où je me retrouve dans cette voiture et qu'il roule sans me parler et que je ne sais pas où je vais, je me rappelle m'être dit, bon ben, je vais mourir. Donc c'est une sensation assez bizarre à 10 ans de se dire que c'est peut-être la dernière fois, ma dernière heure. Donc j'avais quand même peur et j'étais quand même pas à l'aise, mais c'était plus fort, traumatiquement parlant, je ne sais pas si ça se dit, c'était plus fort après. Alors en plus je m'en étais sortie et c'était pas passé grand chose finalement, donc ça avait un peu, pas annihilé ce qui s'était passé, mais en tout cas ça a mis en lumière sur tout ce qui s'est passé après et c'est ce qui a été plus douloureux. Mais le fait que ce soit mon grand-père et qu'il soit pas étranger, clairement pour moi ça a été pire. Alors émotionnellement là c'est dur tout ce que tu nous racontes. Christelle, est-ce que tu pourrais revenir sur quelles sont les pistes pour éviter les violences éducatives ordinaires? Oui. Donc je vous disais, une fois qu'on a compris un peu, qu'on a compris par exemple que si l'enfant il a des comportements ou des réactions qui nous énervent parce qu'elles vont être de l'ordre de la tempête émotionnelle, elles vont être de l'ordre de ne pas respecter les règles et c'est ce qui souvent va amener le parent à vouloir faire preuve parfois d'autorité et à user parfois des violences éducatives. Si on comprend déjà que beaucoup de ces comportements-là sont liés à l'immaturité du cerveau de l'enfant, qu'il a besoin de temps pour élaborer pour ses comportements et réagir différemment, qu'il a besoin d'équipement dans son sac à dos. J'adore cette image, je la parle tout le temps en atelier. Les enfants, on les met au monde, ils partent pour une randonnée qui va durer toute une vie. Et c'est nous, adultes, nous les parents et les éducateurs, qui devons mettre les bons outils dans ce sac à dos pour qu'il puisse devenir l'adulte qu'il sera demain. Donc si on lui montre que l'autoritarisme, les engueulades, la violence, il risque de s'en servir à son tour. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé à moi et ce qui peut encore m'arriver à moi encore aujourd'hui. C'est ce qu'on a mis dans mon sac à dos. On me fait croire que c'était ça qui était bien. Donc comprendre déjà qu'il y a ce mimétisme, que la violence, elle va engendrer la violence, et donc se dire, est-ce que c'est ce que je veux pour mon enfant? Est-ce que c'est ce que je veux pour l'adulte qu'il sera demain?
Donc une fois qu'on a pris un peu cette décision de ne pas vouloir forcément lui transmettre ce type d'outils-là, la question est est-ce qu'on en a d'autres. Alors avant encore une dernière chose, c'est aussi de comprendre ce qui m'a moi permis de me convaincre presque totalement, c'est de savoir quelles étaient les conséquences des violences éducatives ordinaires sur la santé. De savoir que tout ce cortisol, toute cette hormone de stress qu'on sécrète quand on est justement sous stress par le fait de subir une violence donc verbale, psychologique et physique, allait jusqu'à altérer notre système immunitaire. Et du coup, dans les chiffres, justement, Olivier Morel en parle dans le livre La Fessée, il dit que des enfants qui ont vécu entre 5 et 15 ans des violences relativement régulières, donc quand on parle d'ordinaire fréquentes, habituelles, ont 50% plus de risques que les autres, à partir de 45 ans, de développer une maladie auto-immune, un cancer ou des conduites addictives. Ben, est-ce que c'est ce qu'on veut pour nos enfants? Oui, sur le coup, on pourrait dire, tiens, je lui ai mis une baffe, ou je l'ai grondé très fort en l'humiliant, en le rabaissant, et il a fait ce que je voulais qu'il fasse. Dans l'instantané, on pourrait se dire, waouh, c'est la solution. Ça a fonctionné, j'ai obtenu ce que je voulais. Mais sur le moyen et le long terme, est-ce que c'est vraiment nécessaire et bénéfique tant à la relation qu'on a avec son enfant, tant à l'estime qu'aura cet enfant plus tard quand il grandira, tant dans son bagage justement, dans son sac à dos pour sa randonnée? Est-ce que c'est vraiment lui rendre service? Ce côté-là où on me dit, ouais, une claque n'a jamais fait de mal. Il y a plein de parents qui vont dire, ouais, moi je lui mets une fessée, mais il rigole. Oui, bah, il se défend. Clairement, pour moi, c'est un process psychologique. Il vaut mieux que je fasse genre, ça me fait rien, pour que ça me fasse moins que ce que c'est en train de me faire. Mais quand on voit les répercussions que ça peut avoir au long terme, je me dis que ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Pour qu'à 4 ans, il ait mis ses chaussures en temps et en heure ou rangé sa chambre à 12, est-ce que vraiment ça vaut le coup qu'on aille jusqu'à entacher sa santé en usant de ce type de pratique? Donc, une fois que j'ai compris ça, après, il y a eu comment. Et comment, c'est une globalité. Dans ce que je prône par rapport à l'éducation bienveillante, positive et respectueuse, c'est vraiment de dire... là, je vais faire la part au laxisme. Souvent, on entend, la bienveillance. Même quand je forme des gens qui sont convaincus, qui entendent à la fin, ou au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, quand ils baignent plus trop dedans, ils vont quand même dire, ouais, ce qu'ils en ont retenu, c'est qu'il faut discuter ou écouter. Alors, il y a vraiment comme ça ce poids qui pèse de la bienveillance, c'est parler pendant 1 heure avec un enfant pour qu'il mette une chaussure. Or, pour moi, c'est pas du tout ça. C'est vraiment plus de se dire déjà de considérer l'enfant tel qu'un être humain, pas forcément en dessous, parce qu'il y a aussi ce dogme un peu du parent dominant qui décide pour l'enfant, qui sait ce qui est mieux pour l'enfant que lui-même. Mais c'est plus de se dire, presque on parle souvent de coéducation, moi je trouve aussi de coéducation avec l'enfant, d'accepter aussi que parfois l'enfant nous apprenne des choses et que l'enfant nous remette en question pour que nous aussi on évolue, parce qu'on n'a finalement pas forcément le savoir éducatif, on l'apprend aussi, on ne naît pas parent. On le devient, donc, et puis on change en fonction des années, des manières dont on évolue. Donc c'est plus ce côté coéducation avec son enfant et de se dire, voilà, pour moi, éduquer avec respect, c'est le respecter, mais me respecter aussi. Et ce qui me permet par moment d'éviter justement d'user ce type de violence éducative ordinaire, c'est de me rappeler aussi mes limites personnelles, de me fixer mes limites personnelles. Combien de parents vont dire... Non, bon, d'accord. Et quand ils font, au final, ils tiennent une ardoise. Finalement, j'ai fini par dire oui à mon enfant, et si ça ne se passe pas comme ils avaient prévu, ils lui en veulent. Et il y a comme une dette. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu es capable de réagir comme ça ou de te comporter comme ça. Et généralement là, la part belle de la violence éducative ordinaire, c'est la vengeance. C'est le côté, je suis écœurée d'avoir fait tout ça pour toi alors que je n'ai pas le retour. Moi, des fois, justement, j'essaye de me dire, si je pense non, si c'est pas possible pour moi, j'explique à mes enfants que c'est non et je reste dans mes limites personnelles. J'essaye de ne pas faire pour faire et après lui en vouloir ou le regretter ou lui faire payer le fait que je n'ai pas su respecter mes limites à moi. Donc ça suppose aussi apprendre à se connaître soi et tu le disais tout à l'heure avec les émotions, apprendre aussi à parler de ses émotions, à sentir ses émotions, pour pouvoir mieux sentir celles des autres, mais pour pouvoir aussi prévenir. Il y a un autre truc qui me vient, c'est souvent beaucoup de parents s'énervent et n'anticipent pas forcément les situations avec les enfants et vont finir par dire « Attention, je vais me fâcher !» Mais en fait, ils sont déjà fâchés. C'est ça le truc. Ils n'ont pas prévenu. C'est pour ça que je dis des fois aux parents, on pourrait parler de la taille de la patience.
On pourrait définir un code pour dire, tu vois, là, ma patience, en temps normal, elle a la taille d'une pastèque. Et puis, quand il y a des petits trucs, je suis un peu plus irritée, elle peut avoir la taille d'un melon, d'une orange, jusqu'au petit pois. Et chez nous, pendant longtemps, ça a été le petit pois à la maison, de dire le petit pois en général, on sait que là, il n'y a plus trop de patience. Bon, entre-temps, Soline, ma fille, a rajouté le grain de poivre. Et le grain de poivre, là, c'est vraiment un point de non-retour. En général, quand l'un de nous, parce qu'elles s'en servent aussi pour elles, les filles, quand l'un de nous dit « ma patience à la taille d'un grain de poivre », en général, tout le monde tourne les talons et s'en va. Et on laisse la personne tranquillement avec sa patience qui remonte, parce qu'on sait qu'il ne faudra pas grand-chose pour que justement, ça pète soit du côté émotionnel, soit même parfois du côté stress et violence. Donc il ne faudra pas mettre son grain de sel. Peut-être. Quoique poivre et sel, ça va bien ensemble. Alors, ce que tu nous dis, c'est vraiment intéressant, Christelle, parce que là, tu parles du modèle. Quelque part, les parents deviennent un modèle pour leurs enfants, pour que leurs enfants, eux aussi, ils s'approprient ces outils-là et ils puissent faire de même avec leurs parents. Alors, quels outils, toi, tu donnes encore aux parents que tu accompagnes et aux professionnels dans ce domaine? Bon, ça va paraître chiant, mais avant de te répondre, j'ai envie de préciser un truc avec ce que tu viens de dire et qui me semble important. Dans cette violence, souvent, les parents vont dire « bon, j'ai quand même d'abord tout essayé. J'ai expliqué, j'ai répété, je me suis un peu fâchée et parfois je suis allée jusqu'à même punir, mais ça n'a pas suffi. » Donc, ils me disent, en dernier recours, il reste cette violence. Là, je vais parler de la physique, par exemple. La violence physique, quand ils me disent « j'ai fini par lui mettre une fessée ou une claque ou quelque chose » et ça a fonctionné. Donc, ils vont me dire, finalement, après tout, c'est mon dernier recours et finalement, il marche. Alors, après, ils s'étonnent quand on discute après du comportement de l'enfant. C'est pour ça que je veux dire le modèle, le mimétisme. L'enfant, qu'est-ce qu'il reçoit comme message? Il reçoit comme message que quand tu as tout essayé, le dernier recours, la solution ultime, c'est la violence. Comment après on peut vouloir penser que cet enfant, dans la cour de l'école ou avec ses frères et sœurs ou ailleurs, se dise « j'ai d'autres options que la violence » puisque c'est celle qu'on lui enseigne comme étant une solution. C'est plus, je voulais juste préciser ça. Donc, quels autres outils encore pour éviter l'usage de cette violence éducative? Donc, je pense qu'il y a tout ce qui est de l'ordre du cadre. Encore une fois, dans la bienveillance, on a tendance à faire la part belle directe avec le laxisme. Or, moi, je pense qu'on peut être bienveillant et ferme et poser un cadre qui soit sécurisant pour l'enfant, avec des repères stables, qui puisse sentir là-dedans dans quoi il peut aller, comment il peut, quelles sont les règles négociables, non négociables, dans quelle sphère, on va dire, il peut évoluer et grandir. Et souvent aussi, je vais voir des parents qui vont faire usage de violences éducatives ordinaires par rapport à des actes des enfants qui n'ont pas respecté des règles, mais qu'en final, ces règles, elles n'étaient pas claires. Soit elles n'étaient pas claires, soit elles n'étaient même pas édictées du tout. Du coup, elles ne sont pas connues d'avance. Comment l'enfant peut déjà respecter une règle qui n'a pas été discutée? C'est déjà compliqué. Donc ça veut dire régulièrement, pour moi, il semble important qu'entre parents, on se pose et on se dise, voilà, quelles sont les règles de la maison et qu'elles évoluent avec l'âge de l'enfant, avec la situation familiale, etc. Donc, c'est pas un truc qu'on commence à 3 et qu'on reprend à 18 ou qu'on reprend jamais. Moi, en général, chez nous, par exemple, à la maison, on va dire que 2-3 fois par an, on fait un conseil de famille où on revoit un petit peu les règles et on les ajuste. Parce que souvent, on dit aussi, un enfant qui ne respecte pas une règle de manière récurrente, c'est qu'à un moment donné, la règle est probablement inadaptée. Pour en revenir à ce jeune dont je parlais, ce jeune de 15 ans, il y a toute une problématique autour de l'usage des écrans. Mais ses parents sont contre les écrans. Ils n'y comprennent rien. Ils le voient d'un œil vraiment très noir. Ils estiment que cet enfant va foutre sa vie en l'air s'il utilise les écrans. Du coup, ils étaient très très restrictifs au point de lui laisser vraiment un temps insuffisant par rapport à l'âge qu'il a, par rapport à l'usage qu'il a, les copains, la vie sociale, etc. Et pour cet enfant, c'est juste impossible de respecter la règle parce qu'elle est beaucoup trop stricte. Et c'est ce qui fait qu'il a tendance à déplacer les lignes. Alors, il ne s'agit pas non plus, du coup, les parents imaginent que, alors on le laisse tout faire. Alors, il a qu'à jouer pendant toute la journée, il n'a qu'à plus aller à l'école. Et en fait, il y a quelque chose entre les extrêmes. Il y a quelque chose entre pas d'écran du tout et des écrans à volonté H24. Il y a un équilibre à trouver, aussi en fonction des familles, etc., des valeurs. Mais je pense qu'il y a un ajustement à faire qui puisse éviter après, ou en tout cas limiter, certains comportements qui pourraient être violents dans les deux sens, de l'enfant vers les parents comme du parent vers l'enfant. Donc anticiper. Un autre truc qui me vient d'anticiper, une maman qui vient me voir un jour pour une petite fille qui avait 2 ans à peu près.
Et elle me dit, je suis obligée de la punir sévèrement et de la gronder et même de lui mettre des fessées parce que ce qu'elle fait, c'est grave. Et alors on décortique et elle me dit, elle va dans la salle de bain, elle prend les produits de beauté, les shampoings, les gels douche et elle se les met sur elle habillée. Et parfois même, il me semble qu'elle en a goûté un. Alors je lui dis, ok, et donc peut-être les mettre en hauteur ou les mettre dans un placard fermé. Et elle me dit, non, c'est à elle de comprendre qu'elle n'a pas à utiliser les shampoings et les gels douche parce que c'est dangereux. Et là, moi, je dis, mais on parle d'une petite de 2 ans à qui on est en train d'apprendre la vie. Et en plus, le gel douche, pour la petite parenthèse, c'était tarte tatin. Le gel douche, il sentait très très bon. C'était le sien peut-être aussi. Alors, je ne sais plus si c'était le sien, mais c'était tarte tatin. Je me rappelle que c'était une odeur de gâteau, quoi. Et comment, à 2 ans, tu peux te dire, ah ben c'est chimique, c'est pas bon pour moi. Donc, elle était attirée. Et toutes les solutions, au moment où je disais à la maman, ben, anticipons, aménageons l'espace pour éviter de mettre l'enfant dans une situation qui l'amènerait soit à se mettre en danger, soit à être compliquée, qui après amènerait le parent à faire usage de violence. Anticipons, soit fermons la porte de la salle de bain, soit mettons les produits, comme on le fait avec la javel d'ailleurs, soit mettons les produits en hauteur. Et il a fallu du temps pour que cette maman comprenne, parce qu'au début, pour elle, c'était maintenant, c'est à elle de s'adapter. Mais là, on est encore en train de parler d'être immature en construction et en développement, qui oui, s'adapte, mais à quel prix du coup? Alors pendant très longtemps en France, on a considéré l'enfant comme un petit homme. Tu me fais vraiment penser à ça. Et c'est comme si finalement maintenant on a compris finalement qu'un enfant c'était spécial, mais qu'au niveau de la compréhension, comme on dit qu'il comprend très vite en plus, il doit comprendre ce genre de choses finalement. Oui, alors je pense que ça fait un moment déjà qu'on se dit l'enfant il doit comprendre, ou même c'est comme ça un point c'est tout. C'est le côté on s'en fiche un peu de savoir s'il comprend ou pas, il doit faire. Peut-être que maintenant, dans la pensée, grâce aux neurosciences et grâce à toutes ces recherches, on a réalisé qu'il était immature et en construction. C'est vraiment ce côté-là en développement, et même souvent encore aujourd'hui, on estime que grandeur en taille égale grandeur d'esprit. Alors, on peut avoir plus de tolérance aujourd'hui pour les plus petits. J'ai l'impression que ça change quand même un petit peu. Et qu'entre 1 et 4, 5 ans, ça va, on se dit oui, les petits, etc. Mais très, très vite, dès qu'ils ont un peu de répondant, dès que ils sont en capacité, même des fois, de défendre leur point de vue, on se dit, ça y est, là, c'est bon, ils sont capables. Et encore plus pour les ados. On va se dire, ils font 1m80, limite, ils sont plus grands que les parents. Du coup, on estime que là, ils devraient comprendre, etc. Alors que l'immaturité, c'est jusqu'à 25 ans minimum, l'immaturité cérébrale. Et donc, cette immaturité, elle est fluctuante pour chacun, elle ne va pas se matérialiser pour tous de la même façon, ce qui fait qu'il y a certains enfants qui vont être plutôt à l'aise et au clair avec leurs émotions très vite, et d'autres pour qui ça prendra un petit peu plus de temps, et c'est là où c'est important aussi d'accepter que chaque enfant grandit à sa manière, mais que ça prenne un temps considérable. À son rythme, ouais. Du coup, ce qui me vient aussi dans les pistes, une fois qu'on a établi le cadre, les règles, c'est aussi finalement qu'est-ce qu'on fait après? Parce que souvent, on va me parler de la punition tout le temps. Ce grand thème de la punition, où on me dit la punition... aussi, c'est le dernier recours, sans forcément parler de violence physique, je veux dire. Mais même si pour moi, la punition est souvent violente, systématiquement violente. Parce qu'on connaît un peu les catégories de la punition. Tu as les interdictions, suppression de tout ce que l'enfant aime. On lui enlève tout et alors on choisit bien ce qui va l'enquiquiner. Après, il y a les corvées. Même si je dis que souvent, c'était une punition d'autrefois. C'est un petit peu moins le cas aujourd'hui. Quoique en institution, on l'utilise encore beaucoup. Dans les foyers, par exemple, ou moi, dans l'établissement où j'étais, les punitions, ça pouvait être parfois ramasser les papiers dans tout le parc, ou les feuilles, etc. Moi, j'ai connu, je raconte souvent en blague, moi, la punition ultime de ma mère, c'était me faire désherber le jardin pendant des heures et des heures. À tel point qu'aujourd'hui, je ne peux pas avoir de potager. Parce que j'ai l'impression de me punir systématiquement. Tous les ans, j'essaye de planter des tomates, je les laisse crever, parce qu'en fait, quand j'y vais, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai encore fait comme bêtise? Tellement c'était une punition. Donc il y a les interdictions, suppressions, les corvées et les violences éducatives ordinaires, au sens large du terme, enfermées, isolées dans un placard, dans une chambre, dans la cave, dans le grenier, plus les violences physiques.
et diverses. En fait, on pourrait faire une liste énorme qu'on ne va pas forcément faire. Et du coup, cette punition-là, c'est de l'envisager plus dans le côté sanction. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à faire que l'enfant tire un enseignement de la situation. Ok, est-ce qu'il faut que ça fasse mal pour qu'il tire un enseignement? Je ne crois pas. Moi, pédagogiquement, je ne crois pas qu'on apprenne comme ça. Je crois qu'on apprend aux conséquences. Et ce que j'ai envie de dire, moi, dans ce que j'essaye de faire au quotidien pour justement pas tomber dans ces violences-là, c'est de dire de quoi mon enfant a besoin pour tirer un enseignement de cette situation. Là, il s'est passé quelque chose. Comment je peux l'amener à subir les conséquences de son acte sans forcément que ce soit pénible, difficile et contraignant. Et donc, ça suppose de réfléchir à quelles sont les conséquences logiques, naturelles et directes qui découlent d'un non-respect de règles, par exemple, ou d'un comportement tel et tel à la maison, mais d'y réfléchir en amont. Parce que ce qui amène les parents, et même parfois les professionnels, à être dans une forme de violence, c'est l'instantané. C'est le fait d'être dans l'instantané. Tout de suite, là, je veux réagir, c'est l'urgence. Alors, hop, je pose mon truc et j'y vais. Alors que si j'y avais réfléchi en amont, tiens, dans cette situation, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je pourrais mettre en place, ça me permet d'avoir un référentiel qui me permettra de prendre un pas de recul dans la situation. Mais est-ce que c'est pas ce qu'on transmet en ce moment, c'est être parent, c'est action-réaction? Et puis tu te donnes pas forcément ce temps de réflexion, ce temps de prendre du recul. Alors je ne sais pas si c'est vraiment de cette manière-là que les parents prennent les choses dans le sens action-réaction, mais souvent c'est lié à une peur. C'est lié à une peur de louper quelque chose, de laisser la situation se dégrader. Beaucoup de parents de tout petits, dans les tempêtes émotionnelles des petits, vont dire « Oh là là, si je ne réagis pas maintenant, mais qu'est-ce que ça va être à 15 ans ?» Et ils font un bond dans le futur, hypothétique, hein, en se disant « Oh là là, là vraiment, il faut qu'il devienne tyrannique. Si maintenant je ne marque pas le truc, marque pas le coup, eh ben, il va certainement être ingérable quand il sera adolescent. » Moi, je pense que c'est pas forcément le cas et que en fait, on peut prendre le temps de la réflexion et que on peut y revenir même à chaud. D'ailleurs, quand on est à chaud dans les émotions, que ce soit pour nous ou pour l'enfant, c'est jamais très productif de reprendre quelque chose tout de suite. Est-ce que tu penses que le regard de la société compte dans cette idée que le parent se fait de « Ouh là là, dans 15 ans, comment ça va être, qu'est-ce qu'il va devenir ?» Est-ce que tu penses que l'entourage, la famille, les amis qui voient cet enfant dans ces tempêtes-là émotionnelles et la réaction des parents, est-ce que tu penses que ça a des conséquences sur ce que peut penser le parent? Évidemment, tout dépendra vraiment tout dépendra du type de famille et d'amis qui nous entourent. Si on a des parents et des amis qui ont vécu un petit peu cette même éducation, ils ont tendance à ne pas comprendre qu'on fasse différemment. Et là, de tirer toutes les sonnettes d'alarme en disant « Oh là là, mais nous, à notre âge, on ne faisait pas ça, vous, à votre âge, on ne faisait pas ça. » Là, c'est en train de dégénérer. Il faut absolument modifier l'éducation ou les décisions prises et vont faire douter le parent. Celui qui a envie justement de mettre autre chose dans sa relation éducative avec son enfant, il va douter parce que tout le monde va y venir avec son conseil, son interprétation, sa lecture de la situation, mais ça parle aussi de chacun de son histoire, de ce qu'il a vécu. Et c'est souvent difficile pour beaucoup, mais même parfois pour moi, et ça a été aussi pour moi, de remettre en question ce qu'on a reçu. C'est dur de dire finalement ils ont dit qu'ils ont fait ça pour mon bien, mais 30 ans après, j'ai un peu de doute. C'est pas évident de mettre ça dans la balance. Donc oui, ça, forcément, le poids de la société, il est assez fort, mais rien que dans le regard qu'on a des enfants. Si je parle de cette société-là 2021, mais les générations d'avant, le dogme, c'était un enfant, ça doit écouter. Un enfant, c'est sage, ça doit pas bouger, ça doit écouter. Tous les référentiels qu'on va me dire aujourd'hui, quand on voit des enfants qui bougent un peu, déjà on leur colle des étiquettes tellement facilement. Le premier enfant qui bouge un petit peu trop dit « Ah, bah il est hyperactif. » Alors là, tu te dis, mais quand même, tous ces raccourcis qui sont faits, je trouve ça un petit peu gros. Et il dit « Mais oui, mais regarde, autrefois, ils étaient assis en randonnion, comme ça, avec leurs petits bermudas, leurs petites chemisettes, ils bougeaient pas. » Et c'est l'image-là qu'on y dit, ça, c'est ça un enfant normal. Alors en vrai, pour moi, c'est faux. Un enfant, c'est un enfant qui bouge, qui fait du bruit, qui se part dans tous les sens, qui est plein d'imaginaire et qui n'est pas forcément assis pendant 6 heures sans bouger, et sans parler, etc. Alors Christelle, tu nous as donné un document qui parle des 12 principes pour éviter les violences éducatives ordinaires. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Oui,
Alors déjà, il n'est pas de moi, hein, il est d'Olivier Morel, il est issu de la fessée, mais j'aime beaucoup le partager aux parents et aux professionnels avec lesquels je travaille, parce qu'il recense un petit peu des dogmes, des principes justement qui pourraient nous permettre d'éviter cette violence éducative ordinaire. Et on ne va pas tous les citer les 12 puisqu'ils seront fournis avec la conférence, mais si je pouvais vous citer quelques-uns qui me paraissent fondamentaux, le premier c'est déjà de décider. De décider de ne plus avoir envie de faire usage des VO avec son enfant. Et grâce au fait d'avoir compris que ça avait des effets délétères sur lui aujourd'hui et lui demain. Ensuite, ce que j'aime beaucoup comme phrase, c'est traiter l'enfant comme on aimerait être traité dans les mêmes circonstances. Et ça, c'est le petit parallèle juste pour dire que quand on me dit que la solution, finalement, ça reste la violence, j'aimerais savoir si ces parents, sans leur jeter la pierre, hein, sans les culpabiliser, si eux, ils seraient OK que finalement, dans une autre circonstance, professionnelle ou autre, on accepterait que l'ultime solution, ce soit de faire usage de violence avec eux pour, je sais pas, les contraindre à faire une tâche ou à respecter un horaire de travail, etc. Donc vraiment de traiter l'enfant comme on aimerait qu'on soit traité nous-mêmes. Et puis celle qui touche vraiment ma famille, avec laquelle on est très connectés, ce principe-là, c'est si on peut en rire dans 5 ans, pourquoi ne pas en rire tout de suite? Et je me rappellerai toute ma vie, ma fille un jour qui est venue me dire, elle avait vu un reportage, elle était toute petite, hein, alors elle avait vu un reportage, je pense qu'elle avait vu 2 secondes du reportage, mais ça a suffi pour qu'elle ait envie de reproduire. C'était un reportage sur les grottes de Lascaux. Et elle a pris un stylo et elle a fait la montée d'escalier avec des dessins de mains, de trucs. Elle devait avoir 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais plus trop. Et elle me cherche fièrement dans la maison pour me dire « Maman, viens voir, j'ai fait comme à la télé. » Et là, je vois des dessins sur tout le mur, fraîchement repeints. Et sur le coup, tu as envie de dire « Oh non !» Et puis sur le coup, je sens quand même intérieurement l'envie de faire une photo de cette situation et de lui la mettre à son PowerPoint de mariage. Mais après, je me suis dit, ben, si je vais en rire demain, j'ai pas besoin maintenant de m'énerver. Et en revenant aux conséquences, ben voilà, elle avait 3 ans, on a réparé ensemble. J'ai cherché une éponge, bon, ça n'a servi à rien, c'était du stylo bille. On a quand même frotté un peu dans le vent, mais après, heureusement, on venait de peindre, on est allé chercher des restes de peinture et avec elle, on a repeint par-dessus. Voilà. Alors ça me fait vraiment beaucoup penser à une devise que j'aime beaucoup, c'est un problème, une solution. Voilà. Et avec l'enfant, effectivement, il y a un problème, je suis confrontée à un problème en tant qu'adulte. Quelle solution on va trouver ensemble, en fait, pour faire de ce problème quelque chose de beaucoup plus créatif et une ouverture encore sur notre relation. Et j'irais même plus loin juste dans la solution, une solution gagnante-gagnante. Parce que souvent dans le côté un petit peu éducatif avec un dogme autoritariste, c'est le côté je gagne, le parent ou l'adulte gagne et l'enfant perd. Alors qu'on peut trouver justement un équilibre où à un moment donné la solution elle va dans les 2 sens. Elle suppose un pas en avant des 2 côtés. Alors toi Christelle, si tu avais un pouvoir magique là, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui? J'y ai réfléchi, il y aurait plein de choses en vrai, mais si je devais en choisir qu'un, ce serait de permettre à tous les adultes de se rappeler ce qu'ils ressentaient quand ils étaient enfants, d'être reconnectés à la part enfant qu'ils étaient, pour que dans certaines situations, ils puissent justement ressentir ce que l'enfant lui-même est en train de ressentir ou ce qui a amené l'enfant à avoir ce type de comportement et de ne pas que le juger de l'extérieur en place d'adultes et de parents, mais vraiment de se dire je me souviens, j'ai vécu un truc similaire, j'ai agi un jour comme ça et ce qui se passait en moi c'était ça. Pourquoi? Parce que je pense que si on regardait un petit peu plus, si on se souvenait un peu plus de qui on était quand on était enfant ou ado, on serait moins intransigeant après avec nos enfants et nos ados. Eh ben merci beaucoup à toi. C'est toujours un plaisir de t'écouter, Christelle, et puis de te retrouver pour des ateliers, des conférences. Et tu nous as mis pas mal de liens et j'invite vraiment toutes les personnes qui te regardent là à aller découvrir tout ce que tu nous as réservé comme surprise. Merci à toi. C'était avec plaisir.